Dans cette première séquence, il me semble important d'abord d'introduire le sujet et d'évoquer certaines généralités. En introduction, un stress aigu consécutif à un traumatisme majeur peut, dans certaines situations ou chez certains sujets vulnérables, induire la persistance de symptômes psychiques invalidants. Une modalité en est l'état de stress post-traumatique, dont une des caractéristiques est la tendance à revivre, avec une anxiété intense et des manifestations somatiques, l'événement douloureux. Il s'agit d'un sujet de plus en plus médiatisé et surreprésenté. Il a été étendu au lieu du travail par la dimension d'harcèlement ou à l'intérieur des familles par la question de la maltraitance. Le trouble de stress post-traumatique peut avoir une évolution prolongée et invalidante, avec un retentissement important sur la vie affective, relationnelle et professionnelle. Il est important de le diagnostiquer et de le traiter précocement. L'enjeu majeur est d'éviter la pérennisation des troubles pouvant amener à la rupture avec le monde et la désocialisation. Dans cette diapo, je tiens à évoquer certains aspects de l'histoire. Il s'agit d'un concept clinique dont la spécificité des troubles lui donne une place dans la nosographie psychiatrique. Les manifestations sont repérées dans l'Antiquité, mais il faut noter qu'en 1889, Oppenheim individualise la névrose traumatique chez les accidentés de chemin de fer, évoque l'origine commotionnelle et le rôle de l'ébranlement cérébral. Les conflits militaires du XXe siècle attirent l'attention des psychiatres sur les troubles psychiques de guerre et notamment sur la névrose traumatique. Freud, dans un texte Au-delà du principe de plaisir, fait une description clinique. Il s'étonne du caractère particulier des rêves traumatiques. En 1980, le trouble de stress post-traumatique fait son entrée dans le DSM-3, le manuel statistique et diagnostique des maladies mentales, ce qui ouvre à une reconnaissance plus large de cette affection avec des incidences sur le plan de la prise en charge clinique, mais aussi de la réparation et de l'indemnisation. Et qu'est-ce qu'un état de stress post-traumatique? L'état de stress post-traumatique constitue une réponse prolongée, éventuellement différée, à une situation ou un événement stressant, exceptionnellement menaçant ou catastrophique, et qui provoquerait des symptômes évidents de détresse chez la plupart des individus. Les symptômes typiques comprennent la reviviscence répétée de l'événement traumatique dans des souvenirs envahissants ou dans des cauchemars. Ils surviennent dans un contexte durable, d'émoussement émotionnel, de détachement par rapport aux autres, d'évitement des activités ou situations qui peuvent rappeler le traumatisme, d'une hypervigilance et d'un état de qui-vive, ainsi que des troubles associés sous forme de comorbidité. Qu'en est-il maintenant de l'épidémiologie de l'état de stress post-traumatique? Aux États-Unis, le risque sur la vie entière pour le trouble de stress post-traumatique est de 8,7 à 75 ans. La prévalence à 12 mois chez les adultes est d'environ 3,5%. Elle varie entre 1 et 14% selon les communautés. Des estimations inférieures sont trouvées en Europe et dans la plupart des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, s'élevant à environ 0,5 à 1%. La probabilité conditionnelle de développer un trouble de stress post-traumatique après un degré semblable d'exposition peut aussi varier selon les groupes culturels. Les taux d'état de stress post-traumatique sont plus élevés parmi les vétérans et d'autres personnes dont la profession augmente le risque d'exposition traumatisante, par exemple les policiers, les pompiers et le personnel médical de secours, ou après un viol, un combat militaire, une captivité ou un internement ou un génocide pour des raisons ethniques
ou politique.